Bien, on est en train de se mettre en place. D'abord, bonjour, merci de nous avoir invités, permis de nous livrer à cet exercice d'une discussion, on va dire, d'un échange qu'on a initié donc avec ce colloque, Émilie et moi. Donc, on a abordé les choses sous la forme d'une discussion où on a essayé de croiser nos préoccupations respectives. Donc, Émilie est artiste, elle pratique la sculpture et nous enseignons tous les deux à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Et je suis pour ma part historien de l'art. Et j'ai soutenu récemment une thèse sur support surface. Donc on a essayé de mettre les choses sur un espace plan et de voir quelle connexion on pouvait établir entre des éléments hétérogènes que constituent nos différentes préoccupations. Je ne sais pas si on va arriver à un espace lisse, en tout cas c'est l'horizon qu'on essayait de tracer. Donc, ces préoccupations se sont croisées par rapport aux relations d'usage dans les pratiques artistiques contemporaines. Les œuvres d'Émilie mobilisent en effet une relation singulière entre objets usuels et œuvres d'art, elle va vous en parler, et sa démarche rencontre ainsi les questionnements que j'avais pu aborder, questionnement des discours sur l'art, où l'usage vient perturber la revendication d'autonomie moderniste des œuvres. Donc je te laisse la parole. Très bien. Je sais pas, oui, c'est bon. Donc bonjour à tous. Je suis artiste et je pratique la sculpture. Et par la présentation de quelques images de mon travail et d'axes de recherche, je vais venir entamer cette discussion avec Romain. Donc je travaille essentiellement avec des matières industrielles conditionnées, avec un conditionnement normé, comme les boîtes particules type MDF contreplaqué, le plexiglas conditionné en plaque, l'acier inoxydable conditionné en tube, en plaque aussi. Et ici, je commence la présentation avec une petite sculpture qui reprenait à l'échelle 1 un seau et une éponge, qui sont tous les deux réalisés en MDF. Donc du MDF, c'est du bois de particules. C'est du bois qui est utilisé pour construire des meubles type Ikea, par exemple. Et donc le but pour moi, à ce moment-là de ma pratique, c'était de représenter des objets le plus précisément possible. Et c'était des objets qui invitaient le spectateur à se confronter dans une situation avec cet objet. Et peu à peu, le travail de sculpture avançant, j'ai laissé petit à petit cette idée de représentation des objets le plus parfaitement possible au profit de la représentation de détails bien spécifiques que je me réapproprie dans des sculptures, où là, par exemple, ici, pour cette sculpture qui est réalisée en inox et en bois de particules, encore une fois, c'est le piétement d'une table de camping et celui d'un baby-foot qui ont été recopiés vraiment à l'échelle 1 pour servir de structure à ces 13 formes qui ont été tournées autour à bois. Et dans ces échelles-là, ce qui me semble important, c'est le rapport au corps du visiteur, qui est vraiment toujours confronté dans son échelle, dans une échelle plutôt dans un rapport au corps total, en fait. Donc finalement, plus que de recopier des objets du réel, j'ai commencé petit à petit à surtout me servir des machines et de la façon dont on construit un objet du réel et fonctionnel pour l'appliquer à des sculptures qui évoquent beaucoup plus qu'elles représentent quoi que ce soit. Mais en fait, ce qui me semble important maintenant dans mon travail, c'est que je souhaite réellement que mes sculptures, elles produisent ce que j'appelle un sentiment sculptural.
C'est-à-dire que donc ce sentiment sculptural, pour moi, il est tributaire de ce que je nomme une situation sculpturale. Et mes sculptures, en fait, sont des agents constitutifs et révélateurs de ce type de situation. Je souhaite que mes sculptures créent une sorte de situation qui place le spectateur dans un temps suspendu, pendant lequel il fait l'expérience physique et mentale d'un espace. Et ce sentiment sculptural peut apparaître dans le sentiment pour le spectateur d'être réellement dans un espace et pourtant de se sentir dans un autre, comme s'il était face à une anomalie ou à quelque chose qui clochait. Donc, pour exemple, je vous présente cette sculpture qui a été réalisée pour un petit village dans le Cantal, à l'occasion d'une biennale. Et donc, la première chose qu'on percevait de la sculpture quand on rentrait dans l'espace, dans une espèce de cour, en fait, de ce village, c'était cette première partie d'inox. On avait la sensation qu'il y avait un espèce d'échafaudage qui était tombé. Puis petit à petit, on découvrait une forme plus grande qui était coincée contre le mur d'une église des Sanctifiés. Et donc, il y avait, pour moi, ce qui était important, c'était ce doute, en fait, sur la nature de cet objet. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une sculpture ou est-ce que c'est un échafaudage en train d'être monté ? Est-ce que c'est un élément à performer ? Et toutes ces questions, elles se posaient parce que dans des échelles grandes comme celle-ci, ce qui m'est important pour moi, c'est de soigner les détails et le système de construction et de fabrication d'une pièce où finalement, ce sont les systèmes de fabrication, de constitution, de conception d'objets du quotidien que je m'approprie en travaillant aussi avec les personnes qui conçoivent réellement des objets fonctionnels et on s'approprie ces gestes-là et ces techniques-là et ces matériaux-là et on les réinjecte dans le champ de la sculpture. Ce qui fait qu'évidemment, au premier abord, ces sculptures peuvent entretenir une ambiguïté avec des objets fonctionnels. Donc ici, en fait, j'ai choisi de vous montrer la même sculpture, mais dans un espace fermé. Et ce qui me semblait important, c'est que, alors pour le coup, dans ce contexte, elle entretient encore plus une ambiguïté avec une fonction possible, parce qu'on ne sait plus si finalement c'est le lieu qui tient la sculpture, ce qui était très clair dans la version du village dans le Cantal, ou si évidemment on enlevait l'église, toute la sculpture tombait, alors qu'ici on ne sait plus si la sculpture c'est elle qui est en train d'étayer le plafond de la salle, ou si au contraire elle est complètement coincée dans l'architecture, comment elle est arrivée là, et potentiellement aurait-elle donc une fonction autre que celle d'être une sculpture. Mais quoi qu'il en soit, pour cette histoire de situation sculpturale qui fait naître un sentiment sculptural, pour moi, ça ne peut exister que par un certain déphasage. Et ce déphasage du spectateur dans cette situation, il ne peut exister aussi que dans un temps restreint. C'est-à-dire que je pense que si les situations que je tente de créer, elles sont infinies, alors elles se confondent avec le quotidien et il n'y a plus de temps privilégié et de ce moment sculptural. Donc depuis quelque temps, je commence à comprendre que cette notion de durée limitée, elle est très importante. Et c'est une chose que j'avais essayé d'explorer dans la sculpture que je vais vous présenter maintenant. Qui donc, alors sur la photo, c'est le petit parallélépipède gris qui est à droite du buisson tout en haut du chemin qui mène à une bastide d'un domaine viticole. Donc ça, c'était la première chose qu'on voyait de la sculpture quand on arrivait sur le lieu de l'exposition. Donc on avait plutôt l'idée de voir une sorte de caisson camouflant un système électrique, par exemple. Et en fait, il s'avérait que ce caisson n'en était pas du tout un, mais était une sorte de paravent conçu avec un système de persiennes, en fait, comme pour les volets, derrière lequel on trouvait cette sorte de banc, plutôt d'apparence médiévale, alors que mon paravent était plutôt d'apparence minimale, les deux étant constitués exactement du même matériau, mais c'est seulement dans la mise en œuvre de ce matériau que, d'un coup, ces deux éléments pouvaient évoquer des univers extrêmement différents. Donc là, c'est la vue qu'on pouvait avoir quand on était assis sur le banc.
Et là, c'est ce qu'on pouvait voir en faisant le tour du banc. C'est-à-dire que la personne qui était assise sur le banc était invisible pour celui qui arrivait du chemin, puisqu'elle était cachée par les persiennes, mais en même temps, elle pouvait voir à travers les persiennes. Et donc cette sculpture s'appelait, et s'appelle toujours, le guet. Et ce qui était important pour moi dans cette idée de temps de la situation sculpturale bien délimitée, c'est que j'avais volontairement fait construire mon banc pour qu'il soit absolument pas confortable. Enfin, c'est-à-dire qu'on était dans un inconfort relatif où la situation sculpturale pouvait durer un quart d'heure tout au plus, mais il n'était pas du tout question de s'installer pour lire ou pour faire autre chose. Mais j'essaye de créer des situations où la sculpture même fait que finalement, c'est parce que cette situation est rare et précieuse qu'elle fonctionne. Donc cette histoire de sentiment sculptural lié à ces situations sculpturales, pour moi, c'est quelque chose qui peut être proche de ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, parce que finalement, il est question d'un éprouvé quotidien et quasi inconscient d'un monde que je connais, et pourtant, dans cet éprouvé, il y a un léger écart qui fait que je ne m'y reconnais plus. Donc finalement, je me sens dans un monde qui n'est plus le mien, mais qui l'est quand même un petit peu, car si celui-ci m'était totalement étranger, je ne pourrais ressentir ce sentiment d'inquiétante étrangeté. J'ai besoin quand même d'avoir une certaine familiarité avec la situation pour que cette inquiétante étrangeté existe. Donc c'est ce qui m'invite aussi à produire des sculptures dans des matériaux et des échelles dont on fait régulièrement l'expérience dans nos quotidiens urbains. C'est aussi pour ça que je n'utilise quasiment pas d'éléments déjà existants, hormis de la visserie ou des systèmes d'accroche. Et toutes les formes que je convoque, elles vont être fabriquées, en fait, réellement, toujours, ou refaites, pour que les sculptures soient des sculptures et pas du tout un assemblage d'objets déjà préexistants. Et c'est toujours dans les détails qu'on peut encore imaginer des usages possibles des objets sans savoir pour autant quels usages sont proposés. Par exemple, ici, on pourrait imaginer que la sculpture puisse s'ouvrir puisqu'elle est fermée par un cadenas. On pourrait imaginer aussi qu'il y ait un mouvement qui puisse s'opérer à cet endroit. Pour moi, c'est toujours important, même quand j'ai besoin de convoquer un objet précis, comme ici un porte-savon, de le refaire pour le neutraliser en fait, et le faire qu'il ne soit plus particulier, mais qu'il devienne une forme générique. Donc dans toutes mes sculptures, les matériaux utilisés et les formes convoquées évoquent toujours des univers qui nous sont connus, et pourtant pas clairement désignés par les sculptures. C'est-à-dire qu'ici, je me suis clairement nourrie de malcabines du début du XXe siècle ou de cabines de magie, et pour autant, une fois que je synthétise ces deux univers dans la sculpture, celle-ci ne raconte plus forcément ça. Pourtant, elle en est nourrie, et c'est ce qui fait qu'il me semble que les sculptures ont toujours une lointaine proximité avec le spectateur, c'est-à-dire qu'il nous semble que c'est familier, et pourtant on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, ni de quel objet précisément ou quelle fonction ça peut convoquer. Et donc, pour conclure et pour passer la parole à Romain, je vais conclure par le fait que, pour moi, ce qui est important, c'est que le travail s'ancre dans une concrétude des matériaux et des formes, et dans un léger dépaysement. Et voilà. C'est à moi. Tout à fait. Oui. Donc, on pourrait partir du fait que appréhender les dimensions d'usage au sein des pratiques artistiques relativement récentes participe donc d'un réexamen critique des discours sur l'art. On le sait, la modernité et le modernisme de Clément Greenberg a fortiori sont construits sur une revendication d'autonomie de l'œuvre, et les relations d'usage, à l'inverse, caractérisent une relation d'hétéronomie qui peut être rapprochée de ce qu'on a aussi nommé le postmodernisme. Ainsi, Benjamin Buchelot voit dans la présentation par Donald Judd d'éléments mobiliers dans un magasin de Madison Avenue le symptôme d'une transformation profonde qui affecte le rapport aux œuvres,
en rupture avec celui qui a été instauré au cours de la modernité et qui était encore efficient au cours des années 60, lorsque le travail de Judd commence à être reconnu avec le mouvement minimaliste. Donc, pour Bachelot, cette évolution de Judd s'inscrit dans la fusion entre art et industrie culturelle qui caractérise la période postmoderne. Alors, si cette fusion existe bien et elle se réalise au cours des années 80, je voudrais la relativiser, et puis on peut aussi remarquer qu'elle est plutôt à l'œuvre du côté du design, dans une revendication d'un design d'artiste, d'un design artistique, peut-être plus d'ailleurs que du côté de Judd. Et je reviendrai là-dessus. Donc, l'art moderne a proclamé son idéal de pureté à travers ses avant-gardes, mais on peut tout d'abord voir qu'il y a une réalité un petit peu plus complexe. Ainsi, lorsque Greenberg écrit avant-garde et kitsch, qu'il oppose ces deux formes comme deux produits de la culture moderne, c'était au même moment, l'art abstrait se banalisait dans la société américaine. Il apparaissait dans les pages de la revue Life et pouvait même se transformer en un élément de décoration à la dernière mode. Et c'est ce qu'illustre cette bande dessinée de Walt Disney qui date de 1948, où on voit l'art abstrait associé au décor du quotidien dans ce qui constitue, dans cette bande dessinée, un avenir proche et désirable. On pourrait donc se demander si le postmoderne ne fait pas que réaliser une tendance à l'œuvre dans l'art moderne, ou bien si la pureté moderne ne relève pas en partie d'un fantasme que les avant-gardes ont nourri et qui continue d'être projeté sur une époque bien plus contradictoire qu'il n'y paraît. Alors, si Benjamin Bachelot prend pour exemple l'évolution de Donald Judd, c'est parce que Judd pourrait incarner une figure de l'artiste moderne dont l'art ascétique impliquerait une autonomie de l'œuvre qui s'oppose à l'indistinction culturelle. Indistinction culturelle, c'est un terme qui a été utilisé en particulier par Ralph Foster. Indistinction culturelle qui prévaut dans notre époque postmoderne. Et puis, ça m'intéressait aussi de parler de Judd, puisque c'était lié à notre échange avec Émilie. Donc, je sais que Judd est un artiste important pour elle. Peut-être qu'elle voudra en dire un mot. Donc, la production par Judd d'éléments mobiliers est en fait quelque chose qui est ancien. Ce n'est pas simplement quelque chose qui apparaît dans les années 80. Elle accompagne sa démarche artistique et elle l'accompagne avec un certain nombre d'ambiguïtés que je vais relever. Dans un texte écrit en 1985, à un moment donné où Judd rend publique sa production de mobilier qu'il réservait auparavant à un espace privé, et il répond à ce moment-là, il s'inscrit dans un mouvement de réalisation de design par des artistes qui s'opèrent dans les années 80. Judd va produire donc ce texte où il revient sur les meubles qu'il a produits et il va affirmer à ce moment-là une distinction entre l'œuvre d'art et le mobilier. Alors, je vous ai mis quelques exemples de mobilier produit par Judd. Ici, on voit des chaises, un banc. Voilà. Et en fait, ce texte doit d'abord être resitué dans son contexte où Judd, quand il pose cette distinction entre son œuvre d'art et le mobilier et les objets fonctionnels, il s'oppose en fait à un mouvement à l'œuvre au sein du design qui est de reconnaître une reconnaissance d'une dimension artistique du design en tant que design. Donc il y a une forme de... C'est un texte qui s'inscrit donc dans une polémique au cours des années 80, mais ce texte texte de Judd peut aussi être relu à travers les continuités entre ces différentes productions, œuvres d'art et mobilier, qu'il n'occulte finalement que partiellement. Tout d'abord, le texte témoigne déjà de la diversité des meubles qu'a réalisé l'artiste, et ceci de manière régulière
depuis les années 60. Et d'autre part, on reconnaît, à travers l'utilisation de la géométrie, qui est un élément central de la démarche de Judd, on reconnaît des formes communes aux différents champs, et d'ailleurs, Judd étend ces différents champs à l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation de la géométrie dans son travail artistique, dans son mobilier et dans l'architecture. Mais ici, la géométrie, pour Judd, est vraiment un pivot de sa démarche artistique plus généralement. Judd déclare dans ce texte que la forme, je le cite, la forme et l'échelle d'une œuvre d'art ne peuvent être transposées telles quelles dans les domaines du design et de l'architecture. L'intention qui sous-tend l'œuvre d'art diffère de celle qui régit ces deux autres domaines, qui, eux, doivent être fonctionnels. Mais plus loin, il ajoute, si la nature même du design et de l'architecture est sérieusement prise en compte, la dimension artistique se manifestera, ainsi qu'une qualité proche de l'œuvre d'art. Ainsi, on voit que la différence entre l'art et le design relève bien de l'intention. En ce sens, il ne peut y avoir confusion ou indistinction, mais entre ces deux domaines peuvent être partagées des qualités artistiques similaires. Cette continuité entre art et design se trouve plus clairement mise à jour dans un texte de 64 prenant pour titre « L'art de l'ingénieur ». Je vais vous citer cette Judd un peu longuement, mais qui montre bien, qui est un passage important, qui montre bien cette continuité. Jusqu'à une époque récente, on considérait l'art comme une chose à part de tout le reste. Ces ouvrages d'art, il parle là des ponts, ces ouvrages d'art participent de l'art, comme tout ce qu'on construit. S'il y a des distinctions à faire, on doit les faire en tenant compte de cet axiome. Les formes, qu'elles soient artistiques ou non artistiques, ont toujours été liées. On ne doit pas considérer leurs manifestations comme étrangères les unes aux autres, ainsi qu'on l'a souvent fait. Cette séparation est plus ou moins venue des collectionneurs et des spécialistes qui développèrent l'histoire de l'art. Mieux vaut considérer l'art et ce qui n'est pas l'art comme une seule et même chose et n'autoriser que des distinctions de degrés. Les formes construites par les ingénieurs sont plus universelles que les quelques ustensiles courants bien dessinés. Les formes géométriques simples, auxquelles on ajoute quelques détails, sont d'habitude à la fois esthétiques et universelles. Donc, dans ce paragraphe, Judd opère une remise en cause des discours sur l'art au profit d'une unité des formes au-delà du seul champ artistique. La recherche commune de formes géométriques simples rapproche l'artiste et l'ingénieur dans leur démarche, et cette figure de l'artiste-ingénieur correspond au rôle de conception que dévolue Judd à l'artiste. Elle indique ainsi une circulation entre les formes, par-delà leurs différentes fonctions, entre l'objet usuel, c'est-à-dire défini par son usage, et l'œuvre d'art. L'artiste-ingénieur permet donc de reformuler, à travers l'activité de conception des formes, une intrication entre l'art et la vie. Et les aménagements que Judd réalise pour son appartement à New York ou pour Marfa montrent que la recherche de Judd est une recherche pour vivre avec l'art. Là, on retrouve donc cette question, on est au centre de cette question de l'usage. Cette figure de l'artiste-ingénieur remet donc en cause l'autonomie moderniste à travers cette continuité entre objets d'usage et œuvres d'art. Et je voudrais la comparer maintenant à celle que nous nommerons par symétrie l'artiste bricoleur, et qui se manifeste au sein du mouvement support-surface, finalement, plus ou moins durant la même période. Une large partie des artistes de support-surface partagent ce que nous nommerons une utopie rustique avec Éric de Chassé. Les artistes utilisent en effet des méthodes ou des objets qui s'apparentent au monde rural ou artisanal des petites villes de province, et beaucoup font aussi référence à des matériaux ou des pratiques du sud de la France, comme les canisses utilisés par Daniel Dezeuze dans cette œuvre, ou bien l'étendoir de Noël Dola, dont finalement le modèle s'accroche sur les fenêtres du Vieux-Nice. Viala
pour sa part. Je vous ai mis une œuvre de 66, du début de l'utilisation de sa forme, qu'il va rapprocher de l'empreinte, comme technique de l'empreinte, d'une technique de tamponnage de la couleur pour peindre les cuisines dans le midi de la France. Un autre artiste donc de ce mouvement, c'est Bernard Pagès, qui est celui qui revendique le plus clairement ce lien à un savoir traditionnel du monde rural. Il déclare notamment « Mes techniques sont celles du maçon, du forgeron, du charpentier et du bûcheron, dans ce qu'elles ont de plus rudimentaire. Les prouesses techniques ne me sont d'aucun souci. Je travaille en plein air, comme un paysan, non pour le plein air lui-même, mais seulement pour mieux vivre, rêver hors des murailles des ateliers, à mes yeux chargés d'une histoire aliénante. » Donc, on voit dans ce passage que Pagès se réfère à ces techniques qui ont une dimension, bien sûr, fonctionnelle, pour sortir de l'atelier, de l'autonomie de l'atelier. Et cette sortie de l'atelier est tout à fait marquée chez Pagès, qui participe avec beaucoup d'engouement aux expositions en plein air que réalisent alors les artistes. Il est d'ailleurs déçu par leurs interruptions. Et il réalise pour cette exposition en plein air une œuvre qui est assez connue, qui est cet abri de jardin, donc, que vous voyez ici, où il reprend finalement un modèle qu'il trouve dans un catalogue de Manu France. Donc, l'abri de jardin, ici, il a souvent été abordé sous la question de l'espace, c'est-à-dire d'un espace, vous voyez comment cet abri de jardin est déposé dans un espace, on va dire, indéfini, alors que le jardin est un espace limité. Mais on peut l'aborder aussi, là, c'est ce qui m'intéresse dans mon propos, par rapport à cette question de l'usage, puisque l'abri de jardin répond bien sûr à une fonction qui se trouve déplacée ici dans la nature. Un autre exemple, c'est celui de Christian Jalcard, qui réalise au même moment des écobuages en plein champ et qui reprend ainsi une technique traditionnelle de fertilisation de la terre qui est pratiquée en particulier dans les Pyrénées pour produire des formes. Donc on voit ici que au-delà de l'autonomie de l'œuvre picturale et d'une approche formaliste qui est véhiculée et revendiquée par les artistes, il y a une dimension d'objet que possèdent les œuvres de support surface, des liens à des pratiques et des usages de la vie quotidienne qui sont de préférence issus de sociétés rurales ou primitives. Lorsque Claude Viala s'intéresse aux objets comme les boucliers indiens, c'est à leurs usages qu'il fait référence pour aborder ses productions dans une dimension anthropologique. Il écrit au sujet de ces boucliers indiens, peinture nomade qui s'accroche et se suspend à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitat, suivant l'usage, ou se porte avec soi comme une pièce de vêtement. Il est l'image interférente entre le guerrier et l'autre. On peut d'ailleurs comparer cette réflexion de Viala à l'étude de Hans Belting sur le lien entre les premiers portraits sur bois et les boucliers en Flandre, dont la fonction symbolique est remplacée par l'image physique de la personne. C'est un petit peu comme si Viala faisait ce cheminement d'histoire de l'art à rebours pour retrouver une continuité, une continuité entre la fonction et la peinture. Hans Belting nous démontre une continuité entre le visage, la fonction et la peinture, cheminement que reprend Viala finalement à rebours. Et d'autre part, l'exploration de multiples procédés de peinture par Viala, le panneau de fil de fer travaillé par Pagès avec le descriptif de chaque manipulation différente opérée sur ces fils de fer, ou bien le titre des œuvres de Tony Grand que vous voyez inscrit ici, où dans ces titres, il énumère toutes les opérations qui ont été réalisées. Et bien, on retrouve à chaque fois, finalement, quelque chose qui s'apparente à cette sémantique de l'usage. Alors, les artistes vont pourtant hériter d'une négation de l'objet qui est issue de Clément Greenberg, qui est poursuivi par Michael Fried dans son débat avec le minimalisme. Et ils pensent leurs travaux à travers des problématiques picturales, ce qui les amène à rejeter toute approche qui s'apparenterait pour eux à ce qu'ils appellent une réification
fétichiste. Ainsi, les discours des artistes tendent à occulter cette part de l'objet dans leur production, depuis la structure étendoir de Dola que je vous ai montré, jusqu'au filet ou corde noué par Viala. L'objet se réfère pourtant à une valeur d'usage de la peinture, que l'on trouve quand même mentionné par exemple chez Viala au sujet des boucliers indiens, et qui peut aussi se prolonger avec l'utilisation de matériaux usagés, comme le fait le peintre. L'usage de l'objet pictural s'oppose ainsi à une peinture pure, se prenant pour seule référence. Cet usage n'est pas pour autant une négation de la peinture, et on trouve cela dans l'anecdote, ce lien entre l'usage et la peinture, et l'affirmation de la peinture, on le trouve dans l'anecdote marquante que rapporte Viala au sujet d'un Cézanne qui sert à boucher le trou d'un poulailler. Ce tableau, qui est là dans une dimension strictement fonctionnelle, reste pour le peintre, ce qui est totalement discutable d'ailleurs sur le plan philosophique, mais pour le peintre reste un Cézanne. Donc pour Viala, on peut tout à fait concilier la dimension fonctionnelle et la dimension picturale. La valeur d'usage de la peinture au sein de Support Surface, et chez Viala en particulier, se manifeste dans ce qu'on peut appeler une forme de primitivisme, avec une exploration de techniques et de gestes élémentaires. Alors, à la fin de ce propos, pour conclure, on peut voir qu'on a ici, je vais essayer de vous montrer deux modèles, que sont l'artiste ingénieur ou l'artiste bricoleur, qui expriment ainsi, de manière différente, une valeur d'usage des œuvres. Cette affirmation n'est pas sans ambiguïté, d'abord à cause de son occultation par un discours moderniste, puis à cause de sa surexposition post-moderniste, mais ces ambiguïtés résident aussi dans la démarche des artistes. Une réalisation de Judd illustre bien d'ailleurs cette dimension ambiguë, puisque à Marfa, Judd a dessiné une bibliothèque qui contient un nombre important de livres, donc d'objets qui sont liés à un usage, mais qui sont pourtant parfaitement inutilisables, puisque l'artiste a interdit que l'on déplace, que l'on se serve des livres qui sont disposés dans cette bibliothèque. Et donc cela interroge même sur savoir si on peut la nommer bibliothèque. En fait, si je peux me permettre, Romain, c'est pas exactement ça qu'il a interdit. C'est qu'en fait, dans son testament, il y a une clause qui dit voilà, qu'on n'a pas le droit de bouger les objets à Marfa. Et je pense qu'il a oublié la bibliothèque. C'est plutôt... Oui. Je pense qu'il n'a pas... Oui, mais du coup, on retrouve cette question de la production d'un environnement où on vit, qui est en effet qui est quelque chose d'essentiel chez Judd, et qui on vit avec les œuvres. Et la bibliothèque apparaît vraiment dans l'interstice entre les deux, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et donc, on a, d'autre part, chez Support Surface, plutôt donc un autre modèle, où une utilisation d'un primitivisme qui permet d'affirmer, puisque les artistes de Support Surface se revendiquent de la peinture, qui permet d'affirmer la peinture dans une confrontation avec son altérité, avec une altérité de la peinture. Et ici, il y a donc cette mise en tension de la peinture avec l'usage des objets et des matériaux qui élargissent le champ de la peinture, ou qui constituent une forme de champ élargi, pour reprendre une formule bien connue. Alors, pour finir, ces deux modes de l'usage dans les pratiques artistiques apparaissent au cours des années 60 et sont, je pense, riches d'enseignements. Tout d'abord parce qu'ils impliquent de réévaluer les discours sur l'art de cette période, et donc leur héritage dans notre présent. Et ils proposent aussi, dans leur ambiguïté même, un cheminement permettant de remettre en cause l'autonomie absolue de l'œuvre et les hiérarchies artistiques, sans plonger pour autant dans une distinction généralisée où l'art disparaît dans une industrie culturelle homogénéisée. Je ne sais pas si tu veux prolonger la chose. Non, c'est fini, on n'a pas le temps. En fait. Non, je suis désolé. Merci beaucoup, Romain, Émilie. Je vous...